Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Marly Dosso et je vous souhaite la bienvenue sur Un Dimanche à Abidjan. Un Dimanche à Abidjan, c'est un podcast qui libère la parole sur une diversité de sujets. Ce sont des conversations avec des femmes et des hommes inspirants qui marquent leur temps. Au cours de nos épisodes 2 fois par mois, nous explorons cette Afrique en mutation à travers celles et ceux qui la façonnent. Ce podcast est co-animé par ma sœur Aïcha Dosso et moi-même et nous permettra de partager nos réflexions et aspirations pour la Côte d'Ivoire de son temps et l'Afrique de demain. Tout d'abord, nous souhaitons vous remercier pour vos commentaires, partages et abonnements. Vous avez été nombreux à nous écouter, à nous le faire savoir, à nous partager vos opinions et nous sommes très reconnaissants. Dans ce 3e épisode, nous recevons Fatima Bokoum, qui est une entrepreneure, activiste et commissionnaire d'art malienne basée à New York. Vous allez voir, l'épisode est très dynamique, très passionné, très enflammé. Nous avons parlé pendant 2 heures d'une diversité de sujets. Nous avons touché à l'art comme moyen de dénonciation sociale, mais aussi de transformation. Nous avons parlé des identités plurielles également des enfants de la diaspora, comme Fatima. Nous avons parlé également donc, de violences basées sur le genre, de féminisme. Donc, tout ça pour dire que nous avons hâte que vous écoutez et que vous nous partagez vos commentaires. Sans plus tarder, donc, bonne écoute. Et donc, rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Bonjour Fatima. Bonjour Aïcha. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci d'être parmi nous. Tu vis à New York en ce moment, donc tu nous reçois de New York, de ton appartement de New York. Donc tu dois être au cœur du mouvement Black Lives Matter. J'imagine que comme beaucoup, ces dernières semaines ont été épuisantes émotionnellement pour toi. Donc, on te remercie d'être là parmi nous et de prendre du temps pour participer à cette libéralisation de la parole. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Je vais donc commencer par te demander de te présenter pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît. Qui est Fatima Bokoum et comment tu vas? Déjà, je vais très bien et je vous remercie à toutes les deux de m'avoir invitée. Alors, je suis d'origine malienne. Je vis aux États-Unis depuis 2006, après avoir vécu en Chine, en Libye, en Arabie Saoudite et au Mali. J'ai obtenu un diplôme donc dans la science des beaux-arts à Atlanta, puis dans les médias éthiques à New York. En 2018, j'ai fondé Open Letter, une publication digitale ayant pour mission de briser les barrières sociétales et culturelles afin d'émanciper la femme. Tout ceci en organisant des projets artistiques, dont le dernier qui était une exposition d'art intitulée Musso Katumasera, que j'ai eu la chance de montrer durant la Biennale africaine de la photographie à Bamako, de novembre 2019 à janvier 2020. Et mon travail s'articule donc sur les droits de la femme, de l'identité et de la représentation. J'ai également eu la chance de figurer dans le documentaire le documentaire Mouniou Sabali du journaliste de TV5 Kaour Magassa, qui est un très bon ami à moi et quelqu'un de formidable, et qui traite donc de la violence sexuelle au Mali. Merci. Donc, on va mettre en lien le documentaire pour que les auditeurs puissent accéder aux différents travaux que tu as faits. Avant de rentrer dans les détails de ton parcours au niveau de la fondation de Open Letter, aussi ton parcours de commissionnaire d'art, on va un peu parler de ton parcours personnel et académique. Comme tu dis, tu as vécu dans différents pays, Mali, Libye, Chine, Arabie Saoudite, US, Arabie Saoudite où on a vécu ensemble d'ailleurs.
Quelle est ton identité finalement, hein? Comment te définis-tu? Est-ce que tu te définis comme afropolitaine, comme malienne d'abord et avant tout? Voilà, comment te définis-tu? Alors, je dirais que je suis à la fois une New-Yorkaise et une Bamakoise. J'adore la pâtisserie française et la cuisine nord-africaine. Je développe aussi depuis quelques années un penchant pour les chaussures confortables, donc tennis, sandales, mules et autres. Une grande fan du style vestimentaire des années 70. Et oui, je suis complètement afropolitaine et je pense que mon identité gravite autour de choses qui m'importent d'abord. C'est intéressant. Donc finalement, c'est ça. C'est pas forcément. C'est vrai que quand on évolue dans différents milieux, on se laisse influencer aussi par différentes cultures. Et je pense que c'est la plus-value des afropolitaines, c'est de pouvoir avoir des racines très fortes africaines, mais aussi de pouvoir prendre ce qu'il y a de plus intéressant dans différentes cultures, quoi, finalement. Exactement, exactement. Et puis aussi, c'est peut-être les idéologies. Moi, je suis une féministe. Je pense que quand j'ai une conversation avec quelqu'un et qu'on me demande qui je suis, je parlerai peut-être de mes valeurs et de mes principes. Donc, je pense que l'identité va au-delà du pays d'origine ou de là où on vit. Absolument. Exactement. Je pense que moi, justement, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est plutôt where do you feel home, tu vois. Et home, ça peut prendre tellement de formes. En fait, c'est pas un lieu physique, comme tu le dis, ça peut être une idéologie, ça peut être des valeurs, ça peut être dans quoi est-ce que tu te sens confortable, en fait, foncièrement. Ouais. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, est-ce que tu parles bambara? Oui, je parle bambara avec un accent par contre que bizarrement que j'ai développé de plus en plus. Peut-être parce que j'ai quitté il y a 13 ans, mais mon accent, j'ai un accent très fort maintenant bambara. Mais je comprends absolument tout. Je le parle à la maison. Ouais, je le parle à la maison. Okay. Voilà. Wow, mais c'est impressionnant parce que souvent quand on grandit dans différents endroits comme ça, on a tendance à perdre certains éléments de la culture, dont la langue. Et donc, je me demande comment tes parents ont réussi à vous transmettre dans la famille la culture et la langue malgré la distance avec le pays. C'est une très, très bonne question et j'y ai souvent pensé d'ailleurs. Donc, malgré le fait qu'on ait vécu dans tous ces pays-là, je pense que ça a toujours été clair pour mes parents de nous faire comprendre de là où on vient. Donc, on est toujours allé pendant les vacances au Mali, que ce soit Noël ou les grandes vacances, on y allait plusieurs fois, quand on pouvait en tout cas dans l'année, ou au moins une fois. On a toujours mangé des plats du Mali. Les personnes qui travaillaient à la maison étaient maliens, donc on parlait de la culture malienne, ils nous racontaient des contes maliens, on regardait des films maliens, on avait des événements où nous aussi, on faisait la promotion de la culture malienne, étant donné que mon père était ambassadeur et donc on vivait à l'ambassade, donc c'était aussi très naturel de faire la promotion de chez nous. Donc je pense que ça a toujours été clair pour moi d'où mes origines viennent. Oui, et bien surtout pour une langue comme le bambara, où en fait on est dans une culture, une tradition orale. Donc beaucoup de la transmission se fait aussi au niveau de la langue, au niveau des contes qui sont racontés. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à véhiculer. Nous aussi, on vient d'une culture mandingue en fait, hein, donc c'est très similaire de ta culture, même si c'est de l'autre côté de la frontière ivoirienne. Mais c'est vrai qu'on a réussi, je pense, à conserver ces racines-là parce que le bambara est aussi une langue orale, quoi. Donc, je trouve ça très intéressant et c'est vraiment une manière pour nous aussi de préserver les cultures africaines malgré le fait que on n'ait pas forcément d'écriture en tant que telle, par exemple. Tu vois. Ouais. Alors, tu as vécu un peu, tu as vécu un peu partout, comme tu le disais, comme on discutait à New York pendant plusieurs années, et donc tu fais partie de la diaspora malienne ou la diaspora africaine, si on peut dire. Et ce que je trouve intéressant ces dernières années, c'est aussi que la diaspora, on fait un peu plus
de place à la diaspora dans l'évolution du continent. Le rôle de la diaspora, on en discute de plus en plus sur les questions de développement du continent. Donc, je me demandais, dans ton cas précis, comment tu perçois le rôle de la diaspora et de toi en tant que cette entité-là dans la participation du développement du continent? Ouais, la diaspora joue un rôle incontournable, je dirais, dans le développement du continent africain. Je pense que l'on a tous réalisé aujourd'hui qu'il est important d'y retourner pour mettre donc ses compétences au service de son pays ou à la limite contribuer à travers des projets. Pour ma part, j'y suis allée plusieurs fois l'année passée pour les projets culturels dont Soka Tumasela et aussi la projection du film documentaire. Et c'est ma manière à moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Je pense qu'on devrait chacun essayer de faire ce que l'on peut sans non plus avoir de pression et sans être jugé. Parce que je pense qu'il y a même presque un inconfort quand quelqu'un de la diaspora fait face à une personne qui vit dans le pays d'origine et que donc il y a la conversation autour de quand est-ce que tu comptes rentrer, est-ce que tu comptes rentrer. Je pense qu'on a tendance à se sentir mal et je pense que c'est important d'accepter aussi que le monde a changé. On est dans un monde complètement globalisé où un Malien a le droit de faire sa vie en Chine, un Italien a le droit de faire sa vie au Mali, et je pense que donc c'est important de l'accepter et de laisser aussi chacun faire ce qu'il souhaite et d'être ouvert d'esprit. Absolument, je pense que c'est vraiment, il y a peut-être une évolution là à faire parce que c'est pas parce qu'on vit à l'extérieur qu'on n'est pas crédible de se prononcer sur des faits qui se passent sur le continent. Et je pense qu'il faut arrêter cette rhétorique-là. Non, absolument. Et on a vécu des deux côtés, c'est-à-dire qu'autant en tant que diaspora. Et moi, ce que j'ai remarqué, mon constat personnel, c'est que j'avais plus l'urgence d'agir quand j'étais dans la diaspora que quand je rentre. Il y a une certaine complaisance qui vient avec le fait de s'installer au pays. Et je pense que certaines positions tranchées qu'on avait pendant qu'on est en diaspora se retrouvent un petit peu, disons, affaiblies ou assouplies quand on rentre, notamment sur les questions de corruption, sur les questions de justement d'égalité de genre. Pour faire le pont avec notre discussion juste après et Open Letter, c'est que c'est vrai que c'est le danger aussi de rentrer sur le continent, c'est de devoir mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Mais donc là, je veux parler de Open Letter. Donc tu as créé Open Letter il y a quelques années. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est née cette initiative? Oui, absolument. Alors, l'idée derrière Open Letter est de briser, donc, comme je le disais plus tôt, les barrières sociétales et culturelles qui entravent les femmes. Donc, de leur offrir de l'information qui leur permettra de voir le monde différemment, que ce soit des articles sur des produits de beauté éco et vegan, la culture et l'art, ou être exposé aux nouvelles féministes, ainsi qu'aux profils de femmes battantes qui auront donc les plafonds de verre. L'initiative est née après avoir accepté un viol. Donc moi-même, j'ai été la victime. J'ai passé donc beaucoup de temps à m'informer et en bref, j'ai réalisé qu'une femme émancipée est celle qui essaiera donc de faire de meilleurs choix au quotidien, donc consommer des produits sains, cultiver donc son intellect. Et ce que j'essaye de faire, c'est retransmettre donc l'info que j'ai moi-même consommée à travers donc de courts articles qui prennent 5 minutes à lire et donc faciliter l'accès à tout le monde. Donc c'est une plateforme d'information, mais c'est aussi une plateforme de capacitation des femmes dans laquelle donc on peut se retrouver des articles qui peuvent ouvrir un certain nombre de fenêtres ou approfondir la compréhension sur un certain nombre de sujets. Je comprends aussi que ton déclic pour le féminisme est venu d'une expérience douloureuse, personnelle. Pas non. Le déclic du féminisme, le déclic pour donc le lancement d'Open Letter
est venu de cette expérience personnelle. On parlera donc, j'imagine qu'on parlera du déclic pour le féminisme, mais oui, donc voilà. C'est deux choses séparées pour toi. Absolument. D'accord. Oui, absolument séparé. Un déclic pour le féminisme. En fait, j'ai totalement grandi féministe. J'ai jamais eu un moment où j'ai pas tenu un discours féministe. Moi, j'ai des souvenirs qui remontent en fait de mon bas âge, dans lesquels je disais, par exemple, c'est pas parce que je suis une fille et que lui est un garçon que moi je ne peux pas aller, disons, à la boutique d'à côté. Donc, pour moi, ça a toujours été clair. Aussi, je me souviens que chaque matin, chez moi, il y avait tout un tralala avant qu'on aille à l'école parce que je refusais catégoriquement de porter des robes. Et je dis pas que ça, c'est un symbole de féminisme, hein, mais en tout cas, je refusais de porter des robes. Ma mère, elle m'avait acheté plein de robes avec des clochettes et des fleurs et je trouvais ça complètement ridicule. Et j'avais un jean qui s'était blessé tout seul, que je voulais absolument porter et elle a dû en fait le jeter en cachette pour que justement que j'arrive à porter des robes et soit un peu comme toutes les autres filles. Donc voilà. C'est drôle parce que je vois beaucoup de parallèles avec nous, en fait. Je pense qu'il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit « Ah, ça y est, je suis féministe ». Je pense que c'est vraiment venu d'un vécu et le fait d'avoir vécu, par exemple, en Arabie Saoudite a aussi, je pense, mieux articulé la chose parce que c'était plus visible dans l'espace public la distinction homme-femme, je pense. Mais c'est vrai que très jeune, je me rappelle aussi des positionnements où je disais à mes parents « Non, mais… je ne comprends pas pourquoi c'est à moi de le faire. » Et ça a toujours, voilà, ça a toujours été vraiment des sujets de discussion à la maison très musclés. J'expliquais à mes parents que je n'avais pas, moi, dans mon ADN, quelque chose qui me prédisposait absolument à la cuisine ou au rangement, par exemple. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas particulièrement fan de cuisine, mais je comprends qu'il y a des femmes qui choisissent et qui apprécie la cuisine, ce qui est très très bien. Mais moi, ce que je revendiquais, c'était le choix de faire ou pas faire certaines choses, indépendamment de mon sexe, en fait, finalement. Ouais. Et ce que tu dis sur l'Arabie, je trouve que c'est tellement juste parce que bon, après, moi, j'étais assez garçon manqué et toutes les activités que je voulais faire, en fait, finalement, je pouvais pas les faire à cause du fait que j'étais une fille. Donc, je pense que je me suis battue constamment pour faire alors du roller, du skate, du you name it, juste parce que, voilà, justement, mon point était de dire le fait que je sois une fille n'est pas limitant pour moi. Et ça ne devrait, vous qui me regardez, vous ne devrez pas me limiter sur cette base-là. Donc, je reste une jeune fille avec plein de capacités et je veux pouvoir les explorer, grosso modo. Donc, et briser les codes aussi, briser les standards que les gens ont. Ça a souvent été quelque chose que j'ai voulu porter, en fait. Donc, quand tu le dis, effectivement, il n'y a pas eu un jour précis où je me suis dit, en fait, le féminisme, ça me correspond. C'est quelque chose qu'on a vécu, je pense. C'est du vécu, c'est du naturel. Et aussi dans nos sociétés où il y a on a eu des grands frères, des frères même tout simplement. Et une fois qu'on est face à une injustice, ça réveille quelque chose en nous finalement. Et qu'on est conscient que cette injustice-là est basée sur le simple fait qu'on est une fille. Oui. Mais du coup, il y a une distinction entre ton déclic pour le féminisme et ton activisme féministe. Oui, alors l'activisme est né à partir de mon acceptation du viol. Donc, c'est à ce moment-là que l'activisme est né. Le féminisme, comme je le disais, ça a toujours été le cas. Mais avant donc de parler d'approfondir donc cet aspect-là, je voulais quand même dire que, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je pense que parce qu'on a grandi avec cette idéologie féministe qui est donc innée, qu'on a tendance à penser que la majorité voit les choses similairement. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que c'est important, en fait, pour implémenter donc l'égalité des sexes, d'avoir une certaine empathie envers les femmes. Et j'ai envie de dire le mot empathie parce que c'est important. Et c'est important donc qu'on commence à se dire, tiens, comment est-ce que je peux comprendre la situation des femmes? Qu'est-ce qu'elles vivent exactement
pourquoi est-ce qu'on parle même de féminisme? Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que l'audience, en tout cas, garde en mémoire. Aussi, je pense que de notre part, il faut beaucoup de patience, en fait, afin de sensibiliser son entourage sur les nuances, parce qu'il y a quand même des nuances. Ces nuances-là ne sont perceptibles que quand tu as donc ce féminisme en toi, parce qu'il y a donc la distinction vient plus naturellement. Mais on en parlera un peu plus tard. Absolument, non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que il y a beaucoup d'empathie. Tu as choisi le mot juste. Il faut avoir de l'empathie dans la lecture des choses, surtout quand on n'a pas toutes les mêmes outils, on n'a pas toutes la même égalité de chance, donc pas la même capacité d'implémenter une égalité des sexes, etc. Et je pense que ultimement, ce n'est même pas là le débat. Le débat est vraiment de se dire on essaye d'arriver à des sociétés plus égalitaires dans le sens où on lutte pour éliminer les discriminations et les barrières spécifiques parce que tu n'es femme. Et après, je pense qu'une fois que les uns et les autres, on a un droit au moins au choix, à ce moment-là, on a le droit de choisir quel est le format de couple ou de vie qu'on souhaite avoir, quoi. Et tout ça, je pense aussi que Fatima, tu as soulevé un point intéressant, c'est vraiment, il y a une nuance. Lorsqu'on parle de féminisme, je pense que la plupart des personnes à qui on en parle vont tout de suite rapporter les extrêmes pour définir le mouvement. Alors que, je veux dire, c'est ça, ça reste des extrêmes. Et il faut également donc réitérer le fait que le féminisme, en fait, en soi, déjà, ce n'est pas un mouvement de femmes, nécessairement, c'est un mouvement, donc, j'ai envie de dire sociétal, tout simplement. Je veux dire, c'est un mouvement qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, parce que lorsqu'on parle, par exemple, d'émancipation de la femme, on parle également d'émancipation de l'homme en tant que tel, dans ces rôles qui sont souvent aussi limitants pour eux également, tout simplement. Donc, je pense que c'est aussi le fait de ne pas venir, c'est là où peut-être il y a eu il y a eu un dommage historique, si tu veux, j'ai envie de dire, au mouvement féministe, c'est que ça a souvent été perçu comme un produit importé de l'Occident. Comme si une femme africaine, dans son histoire, ne pouvait pas ressentir ces injustices-là, en fait. Donc, effectivement, j'aimerais vraiment que tu reviennes sur ça, sur cette nuance-là. Je suis vraiment assez intéressée parce que moi aussi, je pense que quelque part, quand tu viens et tu veux pouvoir articuler ta pensée, les gens pensent tout d'un coup que tu veux donc une révolution sociale où les femmes prennent le dessus, etc. Je suis comme non, c'est pas du tout, c'est pas ça l'objectif en fait. C'est pas ça, c'est pas reprendre la place des hommes. Le débat se situe pas là. Bien sûr qu'il y a des féministes qui le veulent, ça existe dans le spectrum, comme dans tout autre spectrum, donc tout simplement idéologique, tout simplement. Donc si tu peux juste clarifier ton propos sur ça et puis nous donner un peu plus de détails, je serais vraiment contente. Oui, en fait, la perception, comme tu dis, pour ma part, enfin, je vais parler de mon expérience spécifique. Je pense que ce serait beaucoup plus facile. En fait, dans mon discours féministe, il y a eu 3 catégories, je dirais, de retour. Donc, la première, en fait, est très positive. Elle vient de femmes qui voient le féminisme comme même universel. Elle le prône également tout comme vous deux. Il y a une deuxième catégorie. Celle-là, elle est positive, mais vient de personnes qui n'osent pas le dire publiquement. Elles ont peur d'être jugées et aussi elles ne souhaitent pas être ouvertement associées au féminisme à cause de la connotation négative du mot lui-même, mais aussi de son implication sociétale. Par exemple, une femme féministe africaine serait perçue, par exemple, comme celle qui ne ferait pas la cuisine pour son mari et aurait certainement du mal à se marier. Elle serait peut-être trop occidentalisée pour être obéissante de manière générale. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième catégorie. Et il y a une troisième catégorie. Et cette catégorie-là, c'est la catégorie la plus dure à convaincre, je dirais. Parce que, cette catégorie donc de personnes est la plus dure à convaincre et les retours sont, je dirais, négatifs parce que donc les femmes, elles ont peur que le féminisme change l'Afrique de manière négative. Elles souhaitent conserver les valeurs traditionnalistes ou traditionnelles, pardon.
Mais je pense aussi que ça vient d'un sentiment protecteur. C'est pas méchant. C'est vraiment qu'on aime notre Afrique, on aime nos valeurs. On veut pas changer, on veut rien changer. On est bien comme ça. Et je respecte ça aussi. D'ailleurs, par ailleurs, ce que je souhaiterais véhiculer donc à leur endroit, est que quand toutes les femmes africaines prendront conscience du féminisme et donc de leur pouvoir, je pense qu'il y aura un effort catégorique de leur part d'accéder à une forme d'éducation, par exemple, entre autres. Que ce soit l'éducation traditionnelle ou informelle. D'ailleurs, je me souviens d'un jeune garçon de 10 ans, Bakary, qui venait tous les soirs devant la porte de ma maison familiale à Bamako, avec un cahier et un stylo, pour faire ses devoirs sous la lumière que lui n'avait pas chez lui. Ça m'a marqué. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Et je le regardais, en fait, il travaillait, il était penché, il regardait personne. Et je pense que quelque part, si toutes les femmes africaines arrivaient à avoir cette motivation, donc la motivation similaire à Bakary, en accédant d'abord à une forme d'éducation avant de se lancer peut-être dans leurs entreprises formelles ou même informelles, déjà, elles généreraient un revenu plus élevé, mais elles donneraient également la possibilité à leurs enfants de réussir éducationnellement et professionnellement. Et je pense que le fait de compter de manière peut-être inconsciente sur un homme ou de voir le mariage comme une solution économique ralentit le succès individuel. Et ça, pour moi, c'est important. Je pense qu'on a vraiment tendance en Afrique à voir le mariage comme la fin de tout, avant d'abord de se focaliser sur soi-même, sur son développement personnel. Par contre, je ne dis pas que la femme ne doit pas se marier, je ne dis pas qu'elle ne doit pas prendre soin de son foyer ou même apporter de l'attention à son mari, mais je pense qu'il faudrait un changement radical de la perception qu'elle a d'elle-même et de sa place dans la société. Il faudrait qu'elle se voie peut-être comme une contributrice à part entière à son développement et à celui de son pays. Et quand je dis ça aussi, je ne parle pas des femmes de milieux aisés, je parle des femmes de milieux défavorisés. Je pense que si on arrive à atteindre ce milieu-là, il y aura un changement beaucoup plus perceptible. Et puis aussi, elles connaîtront leurs droits. Donc, il y aurait moins d'injustices non dénoncées et impunies. Et je pense que là, on serait dans un schéma positif. Je suis absolument d'accord avec ta position et ta vision. Pour moi, il est de deux ordres. Il y a l'autonomisation des femmes. Et pour moi, ça, c'est vraiment la question du droit à choisir, quoi, la capacité d'être en mesure d'influencer les choix du ménage, de la famille, etc., l'éducation des enfants, machin. Et puis, il y a aussi la question de l'émancipation, et là, c'est beaucoup plus liberté, etc. Et je pense que c'est deux discussions qu'on doit avoir. Mais pour moi, le manque ou le retard en développement de nos pays est aussi souvent lié à ça, au fait que la femme n'a pas sa place dans la participation à l'économie, je dirais, formelle. Parce que dans les réalités et dans les faits, je ne sais pas comment c'est au Mali, mais en Côte d'Ivoire, en fait, la femme est hyper active. Elle est hyper active économiquement. C'est elles qui sont dans les marchés, c'est elles qui sont vraiment à la racine de l'agriculture vivrière, hein, de l'agriculture de famille, etc. Et donc, en fait, quand on regarde dans les chiffres informels, elles sont quand même très, très élevées surreprésentées au niveau de l'économie. Mais quand on regarde effectivement dans l'économie formelle, dans la participation dans le PIB, etc., c'est là où, malheureusement, on n'arrive pas encore à capture la contribution des femmes. Et c'est là où on dit il faut absolument les autonomiser. Parce qu'une fois qu'elles ont cet outil-là, elles ont accès à une éducation de qualité, auquel elles ont droit et elles devraient avoir droit fondamentalement, c'est aussi tout le pays, et les familles d'abord, et tout le pays qui en bénéficie directement. Et ça ne veut pas dire que voilà, c'est un jeu à somme nulle où elle perd ses valeurs. Non. C'est-à-dire qu'on garde les valeurs, mais on en rajoute une capacité à contribuer de manière formelle à l'économie. Et pour moi, vraiment, c'est malheureux, mais c'est un manque à gagner, quoi. Non, mais ah oui, excuse-moi, absolument. Et aussi la question, c'est comment même faire passer
ces entreprises informelles vers le formel quand elles ne savent pas compter, quand elles ne savent pas écrire leur nom. Je pense que c'est pour ça. Et en fait, je pense qu'on n'a même pas besoin de viser loin et de parler d'éducation formelle, etc. Je pense que même si elles arrivaient à apprendre, ne serait-ce qu'à lire, à compter, à écrire, qu'elles puissent donc à ce moment-là, elles pourraient éventuellement envisager d'améliorer leurs entreprises et avoir et contribuer. Mais je pense que tant qu'on n'a pas cette base-là, on peut rien faire. Et je sais pas si... Je pense que le déclic, quelque part, devrait également venir de ces femmes-là. En tout cas, cette volonté, se dire, bon, j'ai plus envie d'être celle qui ne sait pas lire. Et peut-être aussi, d'ailleurs, je pense que... il y a quelques... Avant mon arrivée aux États-Unis, on avait une dame qui travaille à la maison, Kaja. On lui a appris à lire, à écrire. Elle est donc le soir, elle allait, il y avait une école Du soir. Une école du soir où elle partait et elle apprenait. Et moi, ça m'a. Je pense que si on arrive à faire ce genre de choses plus souvent, que par exemple les domestiques, les personnes qui travaillent chez nous, qu'on leur offre ces opportunités-là, ça se ressentirait parce pour elles, automatiquement, leurs enfants devront donc aussi recevoir une forme d'éducation. Absolument. Il y a 2 points qui sont super intéressants dans ce que tu dis. Le premier, je vais rebondir sur le dernier point que tu as soulevé, le fait qu'effectivement, on a une responsabilité également en tant que personne. Je veux dire, là, tu prends le cas de, je pense que ça s'appelle quelqu'un, tu travaillais chez toi et donc vous lui avez finalement donné cette option-là. C'est une option qu'elle n'avait peut-être pas jusque-là. Et donc, je pense que si chaque personne qui rentre en contact avec une personne qui est analphabète et autres, lui donne cette option-là, je pense qu'on va effectivement faire un bond en avant assez conséquent. Deuxième élément, je pense aussi, c'est la question des role models, le fait d'avoir un modèle. Parce que jusqu'à présent, si ces femmes-là n'ont pas de modèle dans leur communauté, elles ne savent pas la plus-value qu'elles gagnent à s'éduquer finalement. Et je prends parce que bon, moi je travaille en responsabilité sociale des entreprises et dans un projet qu'on a eu dans le nord de la Côte d'Ivoire où justement on a tout un projet d'éducation des femmes, donc de littératie et de numératie aussi. Parce que c'est vrai, il faut savoir compter, ça reste un point très important. Donc, c'est assez impressionnant en une année, juste avec ce projet-là, ce que les femmes ont réussi à réaliser en termes d'augmentation de leurs profits. Donc, juste le fait de pouvoir aller même dans une banque et demander un prêt. Et ce prêt-là, ensuite, ce qui leur permet de réaliser. Et ensuite, pouvoir éduquer leurs enfants, mettre de l'avant toute cette éducation qui passe d'une génération à l'autre. Parce que maintenant, tout d'un coup, elles ont compris ce que ça signifiait pour elles d'être éduquées. Donc, elles veulent que leurs enfants aussi puissent poursuivre cela, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis avoir des modèles de réussite dans les communautés, c'est très important. Parce que dans leur communauté, d'autres femmes ont remarqué que enfin, vraiment, je sais pas, disons, Fatoumata, elle a réussi finalement à sortir de la pauvreté relativement, on va dire ça comme ça. Et donc, j'aimerais bien, en fait, savoir comment est-ce qu'elle a réussi. Fatoumata va dire, j'ai suivi ces cours-là, tu devrais le faire de même. Et de fil en aiguille, on arrive vraiment avec des exemples empiriques, vraiment, donc faire déclencher un changement, tout simplement. Mais Kaja, elle le voulait. Hein. On lui a pas juste dit, bon, va prendre des cours du soir. Elle le voulait. Elle a demandé, elle a dit, mais moi aussi, j'aimerais bien lire et compter. Et c'était d'ailleurs la conversation, enfin, on a eu, nous, toutes les deux, cette conversation-là, d'où ensuite ma conversation avec mes parents, etc. Parce qu'on était aussi proches. Hein. Moi, je discutais avec elle. Elle était un peu comme une grande sœur qui était à la maison pendant des années. On parlait de plein de choses. Donc, je pense qu'elle était assez à l'aise. Et puis, je voulais aussi ça. Dans mon rêve féministe, je voulais vraiment aussi, c'était ma petite contribution à ce niveau-là. Et puis, voilà. Et j'en suis très fière aujourd'hui.
Non, absolument. Il y a pas de petites contributions et je pense qu'on sous-estime justement l'effet de ces petites contributions-là sur les grands changements, tu vois. Et c'est vrai que je pense dans l'exemple de Kadia, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent au contact de nous, on est extrêmement privilégiés et on le sait. Et je pense que c'est extrêmement nécessaire et important de le reconnaître. Une fois que tu le reconnais, je pense que tu arrives à dépasser cet inconfort-là de qu'est-ce que j'en fais. Moi, je suis très fière de la réussite de mes parents et je pense que toi aussi, parce que c'est vraiment des travailleurs. Ça s'est fait à la sueur de leur front. Ils sont partis en tout cas dans mon cas à moi, d'une certaine pauvreté, enfin d'une Côte d'Ivoire rurale à gravir les échelons. Et donc, c'est un modèle qui est important, en fait, qui est important pour réaliser que c'est possible. Qu'à travers justement l'éducation, c'est extrêmement possible, tu vois. Et pareil, j'ai une prof de maison qui vient, elle m'apprend l'arabe. Aujourd'hui, elle vient à la maison chez moi. Et puis, donc, en discutant, elle a une fille qui est adolescente et elle me dit, tu sais, Aïcha, quand je te vois et le fait de te voir naviguer dans la vie, garder quand même tes valeurs africaines, Djoula de chez nous, mais réussir à avoir un emploi, être autonome, être émancipée dans le bon sens du terme, ça me donne envie de soutenir ma fille. Et je me dis, elle peut rester elle-même, authentique, de chez nous, ancrée dans les valeurs, mais elle peut aussi aller à l'école et réussir. Et ça, c'est vraiment, je pense que ça m'a vraiment parlé parce que je me suis dit, c'est vraiment au-delà de flatter l'ego, c'est vraiment de se dire, j'ai réalisé à quel point je suis aussi très reconnaissante par rapport à la vie, par rapport à mes parents, de m'avoir outillée autant, tu sais, autant de garder qui je suis en tant que femme africaine, femme ivoirienne, mais de pouvoir aussi me défendre et naviguer dans la vie et utiliser le privilège que j'ai eu pour faire bouger les lignes, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'ailleurs, à se parler ensemble. Je suis ravie de savoir, en parenthèse, pardon, je suis ravie de savoir que tu continues tes cours d'arabe. Pour l'audience, Aïcha et moi, et Marly également, quand on était plus jeunes, on a eu des cours d'arabe ensemble et des cours de Coran d'ailleurs. Voilà. Absolument. Absolument, non, mais c'est une partie, encore une fois, ça revient à la discussion de l'identité. Ça reste une partie de notre identité, tu vois. Et c'est vrai que quand on était plus jeunes, on était un peu, on partait reluctant réfractaires à nos cours d'arabe, n'est-ce pas, un peu à reculons. On en voulait nos parents, mais aujourd'hui, tu sais, c'est quand même, c'est une plus-value en fait sur le marché de pouvoir parler 3 langues. Donc, ouais. Voilà. Ouais. Alors, donc en fait, tout ça pour dire, j'aimerais juste savoir, et je sais qu'on s'est étendu sur ce sujet-là, mais c'est vraiment nécessaire. Pour toi, comment tu arrives justement à véhiculer tes idées et tes positions malgré tout, et à libérer la parole sur les tabous justement qui pèsent sur la femme, notamment sur les questions de violence sexuelle? Très bonne question. Moi, j'ai choisi les arts pour véhiculer mes idées sur la question de la violence sexuelle, notamment à travers des expositions d'art, de films documentaires ou les publications vidéo et écrites. Cela dit, ce ne sont pas des initiatives faciles, en fait, parce qu'étant femme africaine et même de la diaspora, je suis sujette au jugement. Et donc, pour moi, ça requiert un effort constant de rappel de la raison pour laquelle j'ai commencé tout ceci. Donc, c'est un travail permanent parce qu'il y a beaucoup de doutes. On traverse beaucoup de doutes. On traverse beaucoup de comment on dit, de moments de presque honte. On se dit, mais est-ce que ce que je fais est bien, c'est mal perçu dans ma société, peut-être que voilà, etc. Mais c'est important pour moi de me rappeler le pourquoi et de me rappeler aussi des conversations que j'ai eues avec les femmes et tout simplement de repartir vers l'inégalité que, par exemple, la question de la violence sexuelle est. Voilà. Justement, sur la question de l'art et de la violence sexuelle, je sais que tu as fait une vidéo sur les violences sexuelles.
l'utilisation de ce médium-là, qui est la vidéo, pour véhiculer, en tout cas, une information qui, je pense, qui est capitale, libérer la parole. Justement, donc, j'aimerais juste sur le coup citer Chimamanda. Je suis sûre que tu es tout aussi fan de Chimamanda que nous sommes. Mais elle dit ceci, donc, many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of people, but stories can also repair that broken dignity. Je vais traduire aussi pour nos auditeurs et auditrices français. Donc, beaucoup d'histoires comptent. Les histoires ont été utilisées pour déposséder et calomnier, mais les histoires peuvent également être utilisées pour autonomiser et humaniser. Les histoires peuvent briser la dignité d'un peuple, mais les histoires peuvent aussi réparer cette dignité brisée. Donc, tu fais cette vidéo-là pour libérer la parole et pour partager ton vécu en tant que victime ou plutôt survivante de violences sexuelles. Donc, qu'est-ce qui te donne le courage d'affronter le regard de nos sociétés? Alors, j'ai eu un petit souci avec mon audio. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'est ça. Donc, je disais, justement, tu as fait cette vidéo-là dans laquelle tu partages ton expérience et tu libères la parole en partageant ton vécu en tant que victime et plutôt, enfin, en tant que survivante de violences sexuelles. Donc, qu'est-ce qui t'a donné le courage de partager donc, cette expérience absolument douloureuse et dévastatrice et d'affronter le regard de nos sociétés? Ça m'a pris beaucoup de temps. Déjà, en fait, c'est important de comprendre que c'est pas un processus automatique. J'ai traversé énormément pour arriver à cette étape de l'acceptation d'avoir été victime de violences sexuelles. Donc, j'étais toujours en déni. Enfin, je suis restée très longtemps en déni. Et j'ai passé, donc même avant la vidéo, j'en avais jamais parlé. Par contre, durant ce temps, je me suis informée sur le sujet. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup écouté les autres également de manière pas directe parce que personne n'est venu à ce moment-là vers moi pour me parler de ces problèmes-là, mais quand je regardais un documentaire, par exemple, j'écoutais très attentivement. Et je pense qu'entre les statistiques choquantes, les histoires d'autres femmes victimes dont le schéma sont similaires, j'ai préféré prendre la parole et me libérer parce que ça soulage énormément d'en parler. Et je dirais aussi aux autres femmes survivantes, victimes survivantes, qui peut-être vivent avec la violence ou l'abus dans le secret, vous n'avez pas non plus besoin d'en parler publiquement si vous n'êtes pas confortable. Je pense que mon intention n'a jamais été de pousser les autres femmes à en parler publiquement, mais je dirais de trouver à la limite quelqu'un en qui on a confiance pour partager ce qui s'est passé et laisser cette personne-là apporter du soutien moral. Je pense que c'est utile si surtout on ne peut pas avoir accès, par exemple, à une thérapie. Et aussi, j'ai quand même envie de mentionner qu'il y a des étapes. Il y a des étapes après, il y a des étapes émotionnelles donc après l'acte. La première est le sentiment de culpabilité, de honte. Donc, quand une femme subit une violence sexuelle, elle se sent coupable, elle se sent responsable elle-même de ce qui s'est passé et la honte d'elle. Donc, je pense que, et c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui passent directement au déni, mais la norme est que il y a ce sentiment-là donc de culpabilité ou de honte. La deuxième étape est le fait de se blâmer et d'être en colère contre soi-même. Donc, c'est d'être en colère. Je pense que le mot est fort et c'est un sentiment qu'aucune femme ne devrait avoir. Je pense qu'elles ne sont pas responsables et d'ailleurs, elles sont les victimes. Et voilà. Et donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir en parler pour avoir cette perspective-là. Parce que je pense que quelqu'un d'autre te dirait, oui, mais tu n'es pas responsable. Mais si tu le gardes pour toi
et que tu vis avec tout ça dans ta tête, bah forcément, il y a tellement de questions, il y a tellement de choses qui impactent donc la joie de vivre, etc. Et c'est pour ça que c'est recommandé d'en parler. Et donc, la troisième étape est l'étape du deuil. C'est à ce moment-là qu'on se pose, par exemple, des questions comme « et si je n'étais pas sortie ?» ou « et si je n'avais pas été l'amie de la personne ?» etc. Donc, il y a beaucoup de « et si », mais c'est quand même important parce que ça veut dire que, bon, là, on est sorti donc de la culpabilité, de la colère, etc. et on se pose des questions. Et après, dans cette étape, il y a l'étape de la peur et de l'anxiété. Donc, beaucoup de femmes vivent avec de l'angoisse qui prend du temps, mais je pense qu'on peut aussi développer des habitudes comme faire du sport, faire de la méditation, faire du yoga, essayer aussi de construire, de peut-être réaliser les choses qu'on aime. Par exemple, quand on aime l'art, voir des expositions d'art, etc. Quand on aime la musique, aller voir des concerts. Donc, je pense que à ce moment-là, c'est important de développer et de cultiver les choses qu'on aime pour justement arriver à laisser la peur et l'anxiété se dissiper. Et ensuite, après cette étape-là, il y a l'acceptation. Donc, voilà. Donc, il y a quand même tout un processus et je pense qu'aucune femme ne devrait traverser tout ceci toute seule. Tout à fait, vraiment, Fatima, merci de nous. C'est vrai que malheureusement on ignore ce processus-là. On a l'impression, on a tendance à blâmer la personne en disant mais pourquoi t'as pas parlé, etc. Ce qui est vraiment absolument dangereux. Et donc je vais faire un petit aparté pour parler en fait du fait que avec la situation de confinement avec le Covid, le nombre de violences basées sur le genre, de violences sexuelles, de violences domestiques a augmenté de manière dramatique. Et je pense également que je veux juste parler d'une association qui s'appelle Stop au Chat Noir en Côte d'Ivoire, qui justement donne une plateforme confidentielle d'écoute pour ces femmes-là. Je pense que l'association a été créée par Isabelle Zango, qui est je pense, une Congolaise qui s'est installée en Côte d'Ivoire, ça fait là, voilà, 2 ans. Et donc, c'est absolument privé et elle utilise également l'art pour justement ouvrir la parole. Je pense qu'elle a fait d'abord une première représentation des monologues du vagin ici à Abidjan, donc pour un peu décrisper finalement cette question-là. Donc, c'est très important de le mettre aussi sur la place publique et de dire qu'il y a des gens qui travaillent pour ça et qui sont là pour écouter sans jugement.